Aujourd'hui, quand je recherche sur Google le mot quantique, je suis à peu près sûr de tomber sur des termes un peu occultes. Et vous en pensez quoi, toute cette confusion qu'on peut avoir autour En un du mot seul mot, quantique? c'est des charlatans. C'est de la charlatanerie totale qui s'inspire du jargon de la physique quantique pour embobiner des gens et leur vendre des médecines alternatives. De nos jours, le terme quantique est devenu dans le langage populaire un moyen de désigner tout ce qui est méta, tout ce que nous n'arrivons pas à expliquer ou tout ce qui dépasse notre entendement. Il y a déjà une part de vérité, car la physique quantique s'intéresse bel et bien à l'infiniment petit, aux atomes, au rayonnement électromagnétique non visible par l'œil humain. Mais cela reste une discipline de recherche très sérieuse qui a permis des résultats tangibles. Par exemple, toutes les technologies numériques d'aujourd'hui peuvent se revendiquer être quantiques. Olivier Ezrati, consultant et auteur du livre Understanding Quantum Technologies, nous propose de défricher le sujet pour y voir plus clair et ainsi mieux repérer les pseudosciences qui se servent maladroitement du quantique pour expliquer des phénomènes métaphysiques. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc le quantique, c'est quand même très complexe à comprendre, à cerner, et il est surtout utilisé à toutes les sauces. Mais de quoi parle-t-on réellement ? Alors souvent, le terme quantique est associé à compliqué, je ne comprends pas. En pratique, la physique quantique, elle couvre tout le fonctionnement de la vie. Les atomes, la lumière, l'interaction entre la lumière et les atomes, le fait que la matière tient en place, tout ça, c'est lié à la physique quantique. Alors ce qu'on appelle la première révolution quantique, c'est en fait les usages numériques d'aujourd'hui. Notre ordinateur, nos smartphones, notre fibre optique à la maison, les liaisons satellites, le GPS, l'IRM, qui sert aux examens médicaux, tout ça c'est basé sur les principes de la physique quantique, mais qui ont été découverts il y a plus d'un siècle. Alors ce qu'on appelle maintenant la seconde révolution quantique, c'est l'ensemble des technologies, qu'elles soient des ordinateurs, des capteurs, des moyens de télécommunication ou même de cryptographie, qui vont reposer sur un certain nombre de phénomènes bien précis de la physique quantique qu'on maîtrise depuis peu de temps, à savoir le premier, alors qui est très contre-intuitif, c'est ce qu'on appelle la superposition des états. C'est le fait que, par exemple, un atome peut avoir deux niveaux d'énergie en même temps, et on va pouvoir contrôler les deux superposés en même temps. C'est l'intrication, qui est encore plus difficile à assimiler, qui est le fait que des objets quantiques peuvent avoir ce qu'on appelle des états corrélés. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent être à distance, et ils peuvent avoir des états qui sont identiques, on va dire. Il y a un dernier phénomène dans la dernière révolution quantique, qui est la capacité qu'on a maintenant, de manière expérimentale, à manipuler tous ces objets à l'échelle individuelle. Au départ, quand on faisait par exemple du courant électrique avec des transistors, c'est des milliards et des milliards de transistors qui se baladent dans un métal en fait, ou un semi-conducteur. Maintenant, on est capable de contrôler un seul électron à la fois, un seul atome à la fois dans le vide avec un laser, et on fait même la même chose avec des photons. On est capable de traiter des grains de lumière élémentaires qu'on appelle les photons et les contrôler avec précision. La finesse détermine cette capacité à passer dans la seconde révolution quantique. Ça en fait partie. Oui. Et éventuellement d'arriver à des prouesses un peu en informatique quantique. Le principe de base, c'est de s'appuyer sur ces fameux qubits dont on connaît le nom, mais qu'on ne comprend pas forcément très bien. Les qubits sont des objets qui peuvent justement avoir au moins deux états différents. Donc ils ont deux états qu'on peut contrôler, et sauf que la richesse d'informations qu'on manipule avec deux états, elle est beaucoup plus grande qu'avec un bit classique qu'on a avec les transistors dans l'informatique classique. Quand on a sous la main un certain nombre de qubits qui sont côte à côte dans une architecture physique, on va dire qu'on a n qubits, donc n étant un nombre entier arbitraire. Eh bien, la quantité d'informations qu'on va pouvoir manipuler pendant le calcul, c'est plus ou moins l'équivalent de 2 puissance n nombres complexes, c'est-à-dire 2 puissance n fois 2 nombres flottants. D'accord. Et ça augmente de manière donc exponentielle avec le nombre de qubits. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, c'est plus compliqué que ça. Oui. Mais ça permet de manipuler beaucoup d'informations pendant le calcul, et grâce à ça, de résoudre des problèmes, grâce à ce qu'on appelle le parallélisme du calcul, qui va permettre de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre de manière classique. Et vous m'aviez aussi partagé le fait qu'une IA, comparé à une IA classique, une IA, si on y arrive, une IA quantique, se baserait beaucoup plus sur l'exploitation des lois de la physique, enfin quelque chose de beaucoup plus tangible. La comparaison que je vais faire, c'est entre ce qu'on appellerait plutôt le machine learning que l'IA, qui est capable d'analyser des données existantes, et qui, à partir de données existantes, est capable d'extrapoler ces données pour faire des prévisions, des classifications, des prévisions chiffrées, par exemple. Et donc, en général, ça marche bien si on a un gros volume de données d'entraînement. Dans le domaine de la physique quantique et de l'ordinateur quantique, on peut potentiellement reproduire dans l'ordinateur les lois de la physique quantique qui régissent la manière dont la matière fonctionne. Quand on arrivera à l'ordinateur quantique, s'il arrive un jour, oui, on verra après. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de faisable? Alors, le paradoxe, c'est que l'ordinateur quantique existe déjà. C'est-à-dire qu'au sens, il y a déjà des ordinateurs dans le cloud, chez IBM, chez IonQ, chez D-Wave, même en France, avec des sociétés comme Pascal ou comme Candela, ils ont déjà des ordinateurs quantiques. Le ordinateur quantique du futur dont on rêve, c'est un ordinateur quantique avec un très grand nombre de qubits qui sont corrigés, donc il n'y a pas d'erreur dedans, et qui permettent de faire des choses à grande échelle, c'est-à-dire qui permettent de dépasser la puissance de calcul des supercalculateurs aujourd'hui. Alors ces machines n'existent pas encore, il y a d'énormes défis à surmonter pour y arriver. C'est peut-être
un travail de 15 à 30 ans, on ne sait pas trop dire combien d'années il faudra. Oui, on doit en parler justement de ces défis-là. C'est quoi les principaux défis? Alors, pardon, on va encore utiliser des termes experts comme la décohérence. Alors, effectivement, ce qu'on appelle la décohérence est lié au fait que nos qubits, là, on veut qu'ils soient capables, à un moment donné, de superposer 2 puissance n états. Donc, ça veut dire un très grand nombre d'états. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'ils soient reliés entre eux. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans les liens entre eux. Et il ne faut pas non plus qu'ils soient perturbés par leur environnement. Ce qui est envisagé par les physiciens et par les informaticiens dans ce domaine-là, c'est de faire ce qu'on appelle la correction d'erreurs, c'est-à-dire de corriger les erreurs de ces qubits qui ne sont pas parfaits, quoi. Le deuxième défi, il est lié au fait que pour faire cette correction d'erreurs, on a besoin d'un overhead, comme on dit en français, c'est-à-dire d'un ajout de qubits qui est très important. C'est-à-dire qu'en gros, il est estimé par les spécialistes qu'il faudrait de l'ordre de 100 à 1000 qubits d'aujourd'hui pour en faire un qui marche bien. Alors ça a un coût énergétique, ça a un coût en électronique, ça a un coût en emplacement, ça peut avoir un coût même dans la capacité à les relier entre eux correctement. Et donc ça, c'est un défi technologique qui est absolument énorme. Oui, parce que concrètement, la promesse, c'est de dire qu'on pourrait, avec le quantique, utiliser moins d'énergie pour faire plus de calculs. C'est une promesse, mais il y a du travail pour y arriver. Voilà, oui. En fait, le paradoxe de cette promesse, c'est qu'on peut avoir le meilleur et le pire. C'est-à-dire que si les gens ne travaillent pas bien ensemble, et s'ils ne tiennent pas compte de cet impératif de la sobriété énergétique, ils risquent de créer des solutions qui sont plutôt des gouffres à énergie. Et si au contraire, cette dimension est bien prise en compte dès le départ dans la conception, on peut avoir un bénéfice au contraire de ce côté-là. Donc c'est en fait le meilleur et le pire. Est-ce qu'il y a justement des secteurs qui seraient beaucoup plus en avance ou en tout cas plus prometteurs sur ces technologies-là Alors sur les usages qui peuvent en découler, les secteurs aujourd'hui qui sont les plus motivés à s'intéresser au sujet, c'est en gros tous les gens qui font de la chimie. Alors quand on dit la chimie, c'est la chimie dans l'énergie, la chimie dans la capture du CO2 potentiellement, ou on va dire tout ce qui est lié au climat, et la chimie dans le domaine de la santé. Alors, en fait, plus on va vers la santé, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les molécules qu'on manipule dans le domaine de la santé sont en général plus complexes, avec plus d'atomes que les molécules dans la chimie organique de l'énergie ou la chimie inorganique des matériaux nouveaux qu'on veut créer. Ou même des batteries. Les batteries font partie des domaines où il y a pas mal de recherches qui utiliseraient potentiellement le calcul quantique. Il y a un deuxième univers qui intéresse les acteurs des transports, de la logistique. Le monde de l'optimisation, c'est un monde qui atteint ses limites maintenant dans l'informatique traditionnelle et qui est intéressé par les beautés du calcul quantique parce que potentiellement ça permettrait d'optimiser des processus, le parcours d'un livreur, que ce soit l'organisation d'une usine, que ce soit la logistique d'un retailer ou pour gérer un stock. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les problèmes intractables dans le jargon des mathématiciens, qui sont des problèmes qui seraient potentiellement plus faciles à traiter avec des outils quantiques. Alors par contre, ce n'est pas fait pour la big data. Ouais, c'est un truc, c'est un lieu commun, c'est de dire le quantique c'est génial et on va faire de la big data avec. Mais non, le quantique c'est pas du tout amené à gérer de la big data. Pourquoi? Parce que l'alimentation d'un ordinateur quantique en données, c'est pas très rapide. C'est pas la vitesse qu'on a maintenant d'un supercalculateur qui se compte en téraoctets par seconde. L'ordinateur quantique, c'est une brouette, c'est très très lent pour l'alimenter en données. C'est très rapide dans la part du calcul, mais ce qui rentre et ce qui sort est relativement simple. Donc il faut trouver des problèmes qui sont plutôt simples au niveau de la dotée, mais qui sont compliqués au niveau de la combinatoire. Puis il y a un dernier domaine qu'on n'a pas cité, qui est le machine learning. L'un des défis qu'on a dans le machine learning classique, c'est d'explorer l'espace du possible. C'est des problèmes d'optimisation en fait aussi. Eh bien, il se trouve que explorer l'espace du possible dans un ordinateur quantique est plus simple, potentiellement, que ce qu'on peut obtenir avec des ordinateurs classiques. Aujourd'hui, quand je recherche sur Google le mot quantique, je suis à peu près sûr de tomber sur des termes un peu occultes. L'esprit quantique, l'énergie quantique, la conscience quantique, ou tout ce qui relève aussi de la médecine quantique. Et vous en pensez quoi, toute cette confusion qu'on peut avoir autour de En un seul mot, c'est des charlatans. C'est de la charlatanerie totale qui s'inspire du jargon de la physique quantique pour embobiner des gens et leur vendre des médecines alternatives ou des solutions alternatives. Il y a même de la cosmétique quantique, ça existe. Oui, ça existe en Chine, ça n'a pas encore apparu en Occident, mais ça existe en Chine. Cette espèce de médecine quantique, c'est la médecine de l'analogie et de l'effet placebo en général. Mais c'est dangereux parce qu'il y a des sociétés qui vendent des petits boîtiers avec des électrodes qui vous électrocutent un petit peu avec du courant continu, qui n'a rien de quantique du tout au sens de la seconde révolution quantique. Et ça prétend résoudre des problèmes de santé qui mériteraient d'aller vraiment à l'hôpital, genre les cancers, le diabète et autres. C'est pas la médecine quantique qui va vous guérir. On aurait pu parler de plein d'autres champs, comme la mémoire de l'eau aussi, ou la biologie quantique. Voilà, donc tout ce qui est lié à ça. Donc attention, red flag, dès qu'on voit quantique à un endroit qui n'est pas censé être là, il faut faire attention. Et je vous invite justement à découvrir l'ouvrage qui sort de sa 5e édition, c'est ça? Oui. Et donc, il est en Understanding libre Quantum accès. Technologies, voilà. C'est le terme.
Et en libre accès. C'est un PDF gratuit. Je le mets sur Amazon pour ceux qui veulent une version papier, mais il est téléchargeable gratuitement. Après, vous en faites ce que vous voulez. Comme il fait plus de 1000 pages, vous lisez les chapitres qui vous intéressent. Non, mais c'est ça que j'ai trouvé, justement, pour pas vous faire peur, parce que ça reste quand même 1000 pages d'ouvrages. Dès le début, vous êtes dirigé justement selon votre niveau d'appétence au sujet, et vous pouvez aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Voilà. Ça se lit par chapitre et par partie. C'est un Chinese menu, comme on dit. Voilà.